Nathalie Kosciusko-Morizet est l'invitée de Tir Croisé. Savez-vous quel est votre point commun avec Madame Hidalgo, Madame Kosciusko-Morizet? Dites-moi. Alors, vous êtes toutes les deux, vous tentez de vous débarrasser des crocodiles parisiens. Elle a réussi avec Daniel Vaillant dans le 18e. Et vous tentez avec Jean Tibéri dans le 5e. Est-ce qu'il y a une chasse au baron de l'UMP? Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. D'abord, je travaille en ce moment sur le projet. Je l'ai dit, septembre, octobre, c'est le temps du projet. Et puis, j'annoncerai les têtes de liste en novembre. J'ai l'intention, oui, de proposer des équipes renouvelées. Je voudrais surtout... Dans le 5e, par exemple? Je voudrais surtout proposer des équipes qui fassent l'union. C'est-à-dire que moi, je souhaite, je le dis clairement, au premier tour, avoir des équipes élargies avec l'UDI, avec le MoDem, avec tous ceux qui veulent que ça bouge à Paris, avec tous ceux qui veulent le progrès à Paris. Et vous verrez à ce moment-là qui... Donc on ne touche pas à Tibéri pour l'instant. Et vous verrez à ce moment-là qui... Et on ne répond pas à la question. On ne répond pas à la question. La campagne dure 7 mois. Dans le 14e, votre arrondissement, c'est le Far West. Puisque c'est le Far West un peu partout. Dans le 14e, la conseillère sortante qui s'appelle Marie-Claire Carrerger vous avez envoyé une lettre ouverte qui est franchement peu aimable, et elle annonce qu'elle va faire une liste dissidente. C'est ce que disait Michael Darmon tout à l'heure sur les listes dissidentes. Si c'était pour reprendre les mêmes qu'en 2001 ou en 2008, les Parisiennes et les Parisiens ne m'auraient pas choisi dans le cadre de la primaire ouverte. Et d'ailleurs, il n'y aurait aucune chance de gagner, puisqu'en 2001 et en 2008, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, j'ai l'intention, oui, je le dis clairement, de renouveler, de changer de stratégie dans des arrondissements dans lesquels, dans le passé, ça ne s'est pas bien passé. Vous voyez, dans le 14e arrondissement, vous parlez du 14e arrondissement, en 2008, l'UMP a fait, au deuxième tour, de mémoire, 28%. Oui, mais c'est quand même, voilà, donc quand même incroyable que dans l'arrondissement où vous voulez vous présenter, vous voulez être tête de liste, le 14e, vous soyez contesté dans votre propre parti. Pourquoi c'est incroyable? Il y a des... Mais écoutez, qui est des déceptions? On pourrait s'attendre à ce qu'au moins dans cet arrondissement-là, vous soyez la bienvenue. Ah ben, les militants sont très heureux, ça. Il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'importe, c'est les Parisiennes et les Parisiens. C'est l'accueil, c'est l'accueil sur les marchés, c'est l'accueil dans les porte-à-porte que je fais, qui est quelques déceptions personnelles. À la limite, d'une certaine manière, je le comprends bien. Il peut y avoir des déceptions personnelles. Et vous comprenez, quoi, sur la base des scores passés, il faut changer de stratégie. Je propose un changement de stratégie. Je recherche l'union au premier tour avec l'UDI et le MoDem. Et il y aura d'autres arrondissements dans lesquels ça se passe. Par exemple, est-ce que Frédéric Pechnard sera dans le 17e comme il en a été je souhaite pouvoir accueillir sur les listes des personnalités qui incarnent une compétence, qui sont issues de la société civile. Mais le temps des listes n'est pas venu, je l'ai dit. Les têtes de liste par arrondissement, ce sont moins noirs. Vous savez, il faut s'habituer. Là, en ce moment, on est dans une phase dans laquelle la gauche est en plein dans les problèmes de personnes. Moi, je suis dans le temps du projet. J'ai fait toute la rentrée sur la question de la fiscalité. C'est pas par hasard. C'est parce que... C'est-à-dire trop d'impôts à Paris, c'est la fameuse bagarre des chiffres avec Anne Hidalgo. Bah écoutez, plus 40%. Elle conteste tous ces chiffres, elle était sur notre plateau la semaine dernière. Ce sont les propres chiffres de la ville de Paris. C'est pas compliqué, vous savez, c'est des budgets publics, ça se trouve sur Internet. En 2001, les impôts, c'était 2,2 milliards. Aujourd'hui, c'est 3,1 milliards. Ça fait plus 40%. Dans la même période, la dette a été multipliée par 4. Et la question d'ailleurs, c'est de savoir, c'est pas seulement, ça fait quand même beaucoup, mais savoir qu'est-ce qu'on en a fait. Alors, la ville de Paris dit, bah oui, mais on a fait des investissements. C'est pas vrai. Depuis 2008, les investissements sont aussi des chiffres officiels, ont baissé de 12%. Ce qu'on en a fait, c'est des frais de fonctionnement. Il y a plus de 25% de fonctionnaires. Il y avait 40 000 fonctionnaires en 2001 à la ville de Paris. Aujourd'hui, il y en a 50 000. C'est aussi ce qu'on appelle le train de vie de la mairie. Oui, ça ne fait pas 10 000 personnes dans les crèches. On est bien d'accord. On l'a dit à Anne Hidalgo sur ce plateau. C'est aussi le train de vie de la mairie. C'est le nombre d'adjoints. La gauche m'a critiqué sur le fait que j'avais évoqué le nombre de voitures qui servent les élus. Il y a 75 chauffeurs et 68 voitures. Mais vous savez, c'est un problème d'exemplarité. On demande aux Parisiens de faire un effort sur la voiture. Et je suis favorable à ce qu'une ville ne devienne pas un grand circuit automobile. Je trouve que c'est bien raisonnable. Mais ça commence par l'exemplarité. Il faut être exemplaire. On ne peut pas demander un effort aux gens si on ne se l'impose pas. Voilà, moi je trouve que la ville de Paris n'a pas été gérée sur la question des finances de la manière la plus efficace, et je le dis. Justement, à propos d'exemplarité, vous parliez à l'instant d'alliance avec l'UDI, avec le MoDem. Le MoDem fait alliance avec le Parti socialiste dans plusieurs grandes villes et moyennes villes de France. François Bayrou, patron du MoDem, a voté personnellement, ce qu'il a dit, sans donner de consigne de vote pour François Hollande au deuxième tour de la présidentielle de 2012.
Ça veut dire que vous pouvez faire alliance avec le MoDem pour gérer Paris. Madame Pulvar, aucune gêne à ce niveau? J'ai bien l'intention qu'il y ait un certain nombre de Parisiennes et de Parisiens qui ont voté François Hollande en 2012, qui changent de vote et qui changent d'avis. Oui, et il y a un certain nombre de Parisiennes et de Parisiens, y compris qui ont revendiqué un choix pour Hollande en 2012, qui sont aujourd'hui extrêmement déçus et qui m'ont d'ores et déjà annoncé leur intention de changer. Et il y en a même beaucoup, et il va y en avoir de plus en plus. Parce que vous savez, je parlais tout à l'heure de ces démarches de terrain que je fais. La première chose que je vois, que je ressens, c'est une formidable déception vis-à-vis des politiques qui sont menées et un risque de lassitude, le risque de ne plus y croire. Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? Est-ce que les politiques peuvent vraiment être utiles? Est-ce qu'ils ne sont pas là que pour se servir? Voilà, c'est ça. Alors, on va parler de sujets concrets avec Jean-Claude Dacier et de la voiture. Bon, je vais bien poser des questions tout de suite sur la voiture, mais je serais bien revenu tout à l'heure sur le score du Front National, le score annoncé. La voiture, est-ce que vous disiez tout à l'heure, il y en a trop, c'est possible, à la mairie de Paris. À quelle vitesse vous les faites rouler? Parce que la perspective de rouler à 30 à l'heure inquiète, semble-t-il, beaucoup les automobilistes. Est-ce que vous allez finir par mettre l'industrie automobile sur le flanc, tous et toutes que vous êtes? Est-ce qu'on va avoir une ville où il n'y aura plus que des motards, des vélos, des je ne sais trop quoi? Est-ce que vraiment, avec vous, l'automobile restera Pardon, mais je sens quelque chose d'un peu machiste dans votre questionnement. C'est bien possible, oui, c'est bien possible. Tous et toutes, je veux dire, les femmes ne pensent pas forcément toutes pareilles, d'ailleurs les hommes pas forcément tous pareils. Je l'espère. L'idée des 30% n'est pas mon idée. Non, des 30 à l'heure. C'est une idée, oui, des 30 à l'heure. C'est une idée qui est portée par la candidate socialiste. Moi, j'ai une idée différente. Je vais vous dire, je partage l'objectif. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les grandes capitales, de vouloir faire en sorte que la ville ne soit pas embolisée et envahie par la voiture. En revanche, je reproche à la municipalité sortante de l'avoir fait en cherchant à dégoûter les gens, de son propre aveu, en cherchant à harceler les gens parfois, en fait, d'avoir régulé par les embouteillages, créé de gigantesques embouteillages, avec derrière l'idée que dans les embouteillages, il y avait surtout des banlieusards. Mais je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, les banlieusards, ils méritent le respect comme les autres. Madame Kosciusko, vous avez 30 ou pas 30 ? Je finis. Les banlieusards méritent le respect comme les autres. Et puis un gigantesque embouteillage, ce n'est pas gênant seulement pour les gens qui sont dedans, c'est aussi gênant pour les piétons qui sont à côté, pour les vélos qui essayent de se faufiler, pour les gens qui attendent une livraison. Donc je refuse cette régulation par les embouteillages. Et ce que je proposerais, ce n'est pas des zones 30, ce que je proposerais, c'est que... On choisit des quartiers dans lesquels on peut même aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a des parties de Paris qui ont vocation à aller plus loin vers la piétonisation. Aller dans le centre de Paris en voiture, c'est très compliqué. Franchement, aller au Halles en voiture, c'est un casse-tête. Pourquoi? Pour qui? D'ailleurs, on se demande à quoi ça sert. Et en revanche, il y a d'autres quartiers dans lesquels il faut que ça circule. Il faut que ça circule parce que la régulation par les embouteillages, ça n'est bon pour personne. Alors, on va écouter Rachida Dati, qui était notre invitée la semaine dernière. Est-ce qu'elle sera à vos côtés? Voilà ce qu'elle répondait à Audrey Pulvar il y a quelques jours chez nous. Vous êtes accueillie à bras ouverts par Nathalie Kosciusko-Morizet quand il s'agit de faire campagne à ses côtés? Je ne vais pas vous rappeler quelques mauvais souvenirs, mais si, rappelez-nous. Rappelez-nous, faites-nous plaisir. C'est ma rentrée, je ne vais pas m'attirer les emmerdes tout de suite. Alors, où est-ce que vous en êtes là? Elle sera à vos côtés, pas à vos côtés? Elle ne veut pas d'emmerde, comme elle l'a dit. Quel est le dossier en cours? Moi, je souhaite que Rachida soit à mes côtés, comme d'ailleurs, ça a souvent été le cas. Porte-parole de votre campagne? Parce que je m'entends bien avec Rachida. Oui. Rachida, d'abord, Rachida, elle est maire sortante, elle mène une campagne de terrain. Et voilà, moi, je trouve que Rachida a une valeur ajoutée forte. Elle sera tête de liste dans le 7e. Et je souhaite qu'elle soit à mes côtés. Mais je ne veux pas faire de différence entre les arrondissements en annonçant une tête de liste ici et pas là. Elle nous a dit, vous l'appelez tous les jours, vous prenez son avis sur tous vos déplacements, toutes vos déclarations. On se parle régulièrement. On s'est toujours parlé régulièrement. C'est une copine, en fait. On s'est toujours parlé régulièrement. Je m'entends bien avec Rachida. Et Rachida est quelqu'un que j'apprécie. Je le dis. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde parce qu'il est très, très présent vraiment dans les discussions que j'ai avec les Parisiennes et les Parisiens. Et il fait l'actualité cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est le logement. Il y a la loi Duflot sur le logement à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui ne prévoit rien pour Paris. Et donc demain matin... Une loi anti-propriétaire, c'est ça, selon vous? Et surtout que ça ne concerne pas vraiment les problèmes de la zone dense. Et donc demain, je présente à l'Assemblée nationale, avec Benoît Apparu, avec lesquels on a été en charge du logement, avec les parlementaires de Paris, un titre 5 à cette loi, pour rompre avec une politique qui a consisté à acheter très cher, à préempter très cher des logements privés pour les transformer artificiellement en logements sociaux. Ça veut dire quoi, le titre 5 ?
en fait, une cinquième partie à la loi. D'accord. C'est-à-dire que je voudrais que cette loi apporte un certain nombre de réponses, donne un certain nombre d'outils pour lutter contre la crise du logement à Paris. Vous voyez, il y a des sujets sur lesquels je trouve que la municipalité sortante a eu des initiatives positives, il y a d'autres choses qui sont critiquables, il y a des sujets qu'elle n'a pas du tout touchés et elle a eu tort, comme la sécurité, sur laquelle je compte proposer des choses fortes. Mais il y a une politique, mais attendez, il y a une politique, attendez, je vais finir sur le logement. Il y a une politique sur laquelle je suis particulièrement critique à l'égard de ce qu'ils ont fait, c'est le logement. Parce qu'en fait, ils ont dilapidé l'argent des Parisiens pour acheter très cher, préempter très cher, des logements privés, parfois pour une fortune, pour des dizaines de millions d'euros, pour les transformer en quelques logements sociaux, pour faire artificiellement du chiffre en matière de logements sociaux. Et ça a eu deux effets. Ça a fait monter les prix du privé et ça a chassé une partie des classes moyennes de la capitale. Je veux que les classes moyennes reviennent. Et pour ça, je veux proposer d'abord d'avoir des logements... d'avoir une priorité en quelque sorte sur elle, et puis d'avoir des logements en accession sociale à propriété, comme il y en a dans les villes autour de Paris. Très vite sur la sécurité, il nous reste peu de temps et c'est important. Est-ce que vous proposez, comme pour Marseille, un pacte national? Est-ce qu'il faut plus de renforts policiers? Est-ce que vous pensez que l'insécurité est un problème pour les Parisiens? L'insécurité est un problème pour les Parisiens. Qu'est-ce que vous proposez? Ça, je vous le confirme. Dans tous les arrondissements, avec des points de crispation, en quelque sorte, différents sur l'arrondissement, des points noirs différents, mais dans tous les arrondissements. D'abord, moi, je propose que le maire de Paris s'en occupe. Parce qu'aujourd'hui, le maire de Paris, pour des raisons idéologiques, se tient très à distance des questions de sécurité. Il se cache derrière le fait que la ville n'a pas les pouvoirs de police, ce qui est juridiquement vrai, mais ça ne l'empêche pas de faire des choses. Et lui, il fait même des choses néfastes. Je vous donne un exemple très concret. Quand Hollande est arrivé au pouvoir, Delanoë a demandé l'abrogation des arrêtés anti-mendicité agressive. C'était des arrêtés qui dépendent du ministère de l'Intérieur, qui servent de base aux forces de police, de base légale, pour faire des contrôles d'identité. Ça permet de lutter contre la mendicité agressive, qui est en explosion à Paris. Ça permet de lutter contre certains types de violences de rue. Mais bien sûr, tout le monde le sait. Et, comment vous dire, c'est de l'idéologie. Pourquoi ? Parce que ce serait plus généreux de pas avoir ces arrêtés anti-mendicité agressive. C'est de la fausse générosité. Mais derrière les Roms, il y a quoi ? À cause des Roms, il y a plus de mendicité agressive. Ce n'est pas de l'idéologie ? Ah non, mais c'est une réalité, Audrey Pulvar. Et c'est une réalité. Et je vais vous dire plus. Derrière les Roms... Venez avec moi. Venez avec moi, juste. Hein, on va aller faire toutes les sorties de métro ensemble, comme je l'ai fait en ce moment. On va aller, comme j'y suis allée l'autre jour, sur la place de la République, voir des gens qui, au début, étaient pour l'aménagement de la place de la République et qui disent finalement... Vous êtes en train de nous expliquer qu'à la sortie des métros, on va arrêter sur la question des Roms, je vous parle sur la question de la sécurité. Que je croise à la sortie des métros et qui me parlent de leurs problèmes du quotidien. C'est juste une réalité. Et moi, je dis qu'avoir abrogé les arrêtés anti-mendicité pour un motif idéologique, parce qu'on pense que c'est généreux, c'est même pas généreux. Parce que derrière ces personnes, il y a quoi ? Il y a des réseaux mafieux, il y a de la violence. Donc, on ne fait pas œuvre de générosité en fermant les yeux sur Merci. ça. Et vous reviendrez nous parler de votre programme en détail et des propositions concrètes que vous faites. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.